Qu'est-ce qui se passe quand une légende vivante du football traverse Paris incognito pour se voir reprocher une simple chaîne en argent autour du cou? Ce qui devait être un vol de routine s'est transformé en un moment qui allait en révéler plus sur la perception, l'orgueil et le pouvoir de l'humilité que quiconque aurait pu l'imaginer. Oh, et avant de décoller, dites-nous d'où vous lisez ceci. On adore voir vos réactions. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle vibrait de son rythme familier. Des hommes d'affaires traînant leurs valises élégantes, des familles regroupées autour des tableaux d'affichage, des annonces résonnant en 3 langues au-dessus du brouhaha. Au milieu de la foule, un homme avançait avec ce calme délibéré qui ne se précipitait ni n'hésitait. Il portait un jean simple, un pull marine et des chaussures de marche confortables qui avaient vu beaucoup de kilomètres. Pas de logo de designer, pas d'entourage, personne pour lui dégager le passage. C'était Michel Platini, bien que peu auraient pu le deviner à son apparence. L'homme qui avait autrefois commandé des stades de milliers de personnes traversait maintenant la foule comme n'importe quel autre voyageur, peut-être même moins remarquable que la plupart. Ces mouvements portaient l'économie de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner sa forme. Mais ici, dans l'aéroport, cette grâce se traduisait simplement par une confiance sans ostentation. Autour de son cou, presque caché par son pull, pendait une fine chaîne en argent avec un petit pendentif. Ce n'était visible que s'il bougeait d'une certaine façon. Ce qu'il fit maintenant, s'écartant pour laisser passer une mère avec une poussette. Le mouvement délicat capta les lumières fluorescentes au-dessus, faisant briller brièvement la chaîne avant qu'elle ne disparaisse sous son pull. Élise se tenait à la porte d'Eusèphe, vérifiant les passagers contre son manifeste avec une efficacité pratiquée. Son uniforme était impeccable, sa posture droite, son sourire professionnel. Elle travaillait pour Air France depuis 7 ans et se piquait de reconnaître les patterns. Les passagers de première classe se portaient généralement différemment, portaient certaines marques, bougeaient avec des attentes particulières. Quand Platini s'approcha de son bureau, elle leva les yeux, puis les baissa sur la carte d'embarquement qu'il lui tendait. Le nom imprimé clairement dans le système informatique lui disait qui il était. Mais quelque chose dans son esprit hésitait à connecter le nom avec l'homme devant elle. Elle s'était attendue à plus. Plus de présence, plus de privilèges, plus de cette arrogance typique de première classe. « Monsieur Platini ?» demanda-t-elle, bien qu'elle ait déjà confirmé son identité sur l'écran. « C'est exact », répondit-il, sa voix portant le léger enrouement de quelqu'un qui avait autrefois commandé des terrains de jeu avec des instructions criées. Élise vérifiqua son passeport plus minutieusement que nécessaire, son œil entraînait notant la divergence entre le nom légendaire et l'homme discret. Alors qu'elle lui rendait ses documents, son regard capta son collier, maintenant complètement visible, alors qu'il se penchait légèrement pour récupérer son passeport. Un étrange malaise s'installa dans sa poitrine, bien qu'elle ne puisse pas immédiatement dire pourquoi. Elle parvint à garder son sourire pratiqué, lui fit signe de passer vers la passerelle d'embarquement, mais ses yeux le suivirent alors qu'il s'éloignait, remarquant à nouveau la chaîne, les chaussures modestes, l'absence complète de l'aura, de célébrité qu'elle avait appris à gérer. Quelque chose en lui exigeait l'attention d'une manière qui n'avait rien à voir avec la célébrité ou la fortune, et cela la dérangea plus qu'elle ne voulait l'admettre. La cabine de première classe de l'Airbus A380 brillait de ce luxe moderne qui parlait en murmures. Sièges en cuir crème, boiseries élégantes, lumière tamisée créant une atmosphère de cocon exclusif. Les passagers prenaient place avec cette décontraction calculée propre à ceux habitués à voyager en première. Ils glissaient leurs attachés-cases dans les compartiments, ajustaient leurs écouteurs anti-bruit, consultaient leur téléphone. D'un air important, Michel Platini s'installa dans le 2A côté hublot sans fanfare. Il plaça son simple sac à dos sous le siège devant lui, boucla sa ceinture, puis s'adossa confortablement. Le mouvement fit glisser son pull légèrement, révélant sa chaîne en argent qui pendait librement à son cou. Un contraste frappant, avec la richesse feutrée qui l'entourait.
Élise circulait dans l'allée, vérifiant que les passagers étaient correctement attachés, offrant des journaux, distribuant des serviettes rafraîchissantes avec ses gestes professionnels rodés. Elle s'arrêta à la rangée de Platini, son regard tombant automatiquement sur le collier qui reposait maintenant contre son t-shirt noir. Le pendentif était simple, une petite médaille argentée, légèrement ternie, avec ce qui semblait être une gravure. Rien d'ostentatoire, rien de designer, juste un bijou personnel qui paraissait avoir vécu. Dans cet environnement aux détails soigneusement orchestrés, où chaque élément était pensé pour refléter un certain statut, ce simple accessoire semblait étrangement déplacé. « Puis-je vous offrir quelque chose avant le décollage, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix portant ce professionnel lissé qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Non, merci, c'est très gentil. » répondit Platini, la regardant avec des yeux qui semblaient avoir vu bien plus que des matchs de football. Le regard d'Élise revint involontairement au collier. Il y avait quelque chose dans le fait qu'il le portait si ouvertement, sans gêne, dans un environnement où la plupart des passagers cachaient soigneusement leurs caractéristiques personnelles derrière des masques de neutralité polie. Un homme, 3 rangées plus loin, portait une Rolex qui avait probablement coûté plus qu'une voiture, mais il la gardait discrètement sous sa manche. Une femme en face arborait des diamants aux oreilles, mais les avait couverts de ses cheveux lors de l'embarquement. Et pourtant, Platini laissait sa chaîne modeste mais personnelle pendre librement, comme si elle faisait naturellement partie de lui. Elle continua son chemin, mais ses yeux revenaient constamment sur le 2A. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans cette insouciance, dans cette façon qu'il avait de ne pas jouer aux mêmes codes sociaux que les autres passagers. Le collier semblait presque délibérément visible, comme une déclaration silencieuse dans un monde où la discrétion était la règle non écrite. Les autres passagers commençaient à le remarquer aussi. Des regards curieux se posaient sur lui, puis sur le collier, puis détournaient rapidement. Un homme en costume gris prenait une photo discrète avec son téléphone. Une femme chuchotait quelque chose à son voisin. L'atmosphère dans la cabine changeait subtilement, comme si ce simple morceau de métal argenté avait introduit une note discordante dans la symphonie soigneusement orchestrée du voyage de luxe. Et Élise sentait ce changement la mettre de plus en plus mal à l'aise, sans vraiment comprendre pourquoi. Le ronronnement des moteurs s'intensifia alors que l'avion prenait de l'altitude, laissant derrière lui les lumières de Paris qui s'estompaient dans la nuit. Les hôtesses avaient tamisé les lumières de la cabine, créant cette ambiance douce que les voyageurs de première classe avaient appris à associer au luxe et au repos. La plupart des passagers s'étaient engouffrés dans leurs sièges, certains déjà en train de somnoler, d'autres absorbés par leurs écrans ou leurs téléphones. Élise circulait dans l'allée avec une grâce étudiée, vérifiant que les passagers étaient installés confortablement. Mais ses yeux revenaient sans cesse sur le siège 2A, où Michel Platini était assis, le regard tourné vers le hublot. Dans la pénombre, la chaîne argentée autour de son cou semblait presque briller d'elle-même, attirant l'attention comme une étoile solitaire dans l'obscurité. Il y avait quelque chose qui la dérangeait profondément dans cette vision. Peut-être était-ce la manière dont il la portait avec une telle désinvolture, sans chercher à la dissimuler ou à s'en excuser. Peut-être était-ce le contraste entre la simplicité presque rustique du bijou et l'environnement sophistiqué dans lequel il évoluait maintenant. Ou peut-être était-ce simplement le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela la troublait autant. Un passager 3 rangées plus loin fit signe à Élise. Elle se pencha vers lui, attentive. « Excusez-moi, mademoiselle, mais est-ce vraiment… » Il gesticula discrètement en direction de Platini, puis chuchota. « Michel Platini… » « Je ne peux pas commenter les passagers présents à bord, monsieur, » répondit-elle dans un murmure professionnel. L'homme acquiesça, mais continua. « Oh, c'est juste, il porte ce collier, vous voyez, comme s'il cherchait à se faire remarquer. » Ces mots résonnèrent en elle de façon inattendue. Se faire remarquer. Est-ce que c'était cela qui la dérangeait?
Cette ostentation subtile, cette façon de porter un symbole personnel dans un espace où tout le monde essayait de maintenir une certaine neutralité de surface, elle retourna vers l'avant de la cabine, mais son esprit restait fixé sur cette chaîne. Pourquoi un homme de son calibre, avec son histoire, son statut, choisissait-il de porter quelque chose d'aussi visible? Dans sa formation, on lui avait appris que les voyageurs de première classe appréciaient la discrétion, l'élégance, sans ostentation. Ce collier défiant ces règles non écrites la mettait mal à l'aise. Elle jeta un autre coup d'œil vers lui. Platini n'avait pas bougé, toujours tourné vers la fenêtre, semblant méditer ou simplement observer le vide nocturne. Le pendentif bougeait légèrement avec sa respiration, captant la lumière faible à chaque inspiration. D'autres passagers avaient également remarqué. Des murmures discrets circulaient dans la cabine, des regards furtifs se posaient sur lui, puis se détournaient rapidement. L'atmosphère changeait, comme si sa simple présence, ou plutôt la présence de ce collier, avait introduit une forme de tension qu'elle ne parvenait pas à nommer. Élise sentit une chaleur monter à ses joues. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement accepter que ce collier faisait partie de qui il était? Pourquoi cela l'irritait-il à ce point? Elle avait servi des milliers de passagers, vu des excentricités bien plus marquées, mais quelque chose dans cette simplicité assumée la dérangeait profondément. Elle décida qu'il était temps d'agir. L'avion atteignit son altitude de croisière, 37 000 pieds au-dessus des nuages. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était douce, presque somnolente, interrompue seulement par le cliquetis discret des verres et le bruissement des pages tournées. Mais au fond de cette tranquillité réglée, une tension grandissait, comme un orage qui se forme à l'horizon. Élise s'approcha du siège 2A, ses pas sur le tapis épais de la cabine, à peine audible. Elle avait répété la scène dans sa tête plusieurs fois, cherchant la formulation la plus professionnelle possible. Michel Platini leva les yeux vers elle alors qu'elle s'arrêtait à côté de son siège, le collier argenté toujours visible, contre sa peau. « Monsieur Platini, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, j'aimerais vous faire part d'une petite considération concernant notre politique de cabine. » Il se tourna légèrement dans son siège pour lui faire face. « Je vous écoute. Nous demandons à tous nos passagers de maintenir une certaine neutralité dans l'expression de leurs convictions personnelles. Certains passagers pourraient trouver certains symboles perturbants dans un espace partagé comme celui-ci. » Platini la regarda pendant un long moment, son expression restant calme. « Vous parlez de mon collier ?» Élise sentit ses joues se réchauffer légèrement. C'est une question de respect mutuel et de confort pour tous les passagers de la cabine. Nous suggérons généralement que les accessoires personnels soient portés de manière discrète. Je vois. Il marqua une pause puis demanda « Et quand vous dites « nous suggérons », est-ce une politique officielle de la compagnie ou votre interprétation personnelle ?» La question l'a pris au dépourvu. C'est une pratique standard pour maintenir une atmosphère neutre en première classe. Les passagers à proximité ne faisaient plus semblant de ne pas écouter. Un couple dans la rangée voisine avait discrètement orienté leurs oreilles vers la conversation, et un homme derrière sortit silencieusement son téléphone de sa poche. Platini toucha le pendentif du bout des doigts. « Ce collier appartient à ma mère. Il a passé 40 ans autour de son cou avant qu'elle ne me le donne. Je le porte depuis 15 ans. Il ne représente pas une idéologie ou une provocation, mais une connexion avec quelqu'un que j'ai perdu. » La réponse était simple, directe et portait un poids que les politiques de compagnie ne pouvaient pas mesurer. Élise sentit quelque chose changer en elle, une résistance qui se fissurait, mais aussi une détermination qui se renforçait. Pourquoi fallait-il qu'il refuse si calmement, avec tant de dignité? « Je comprends parfaitement, monsieur, » répondit-elle, sa voix prenant une nuance plus formelle. « Mais nous devons considérer le confort de tous les passagers. Peut-être pourriez-vous simplement le glisser sous votre pull. Ce serait un geste de courtoisie. » Il la regarda dans les yeux avec une intensité qui la déstabilisa.
Je ne cache pas ce qui fait partie de moi, mademoiselle, surtout pas pour apaiser les malaises des autres. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla suspendre le temps dans la cabine. D'autres passagers s'étaient maintenant retournés, et créant une audience involontaire à cet échange. Élise sentait le poids de leurs regards, la pression de maintenir son autorité, mais aussi l'inconfort croissant devant la dignité tranquille de cet homme. « Je vais devoir en référer au commandant, » dit-elle finalement. Sa voix légèrement plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Platini acquiesça simplement. « Faites ce que vous devez faire. » Elle s'éloigna avec une démarche plus raide qu'à l'aller, consciente que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Le mot voyageait dans la cabine comme une onde silencieuse. « Platini » murmuré d'un siège à l'autre, accompagné de regards furtifs et de hochements de tête. Les passagers qui n'avaient pas reconnu la légende vivante dans l'homme aux pulls marines commençaient maintenant à comprendre ce qu'ils étaient en train d'observer. Dans le siège 4C, Pierre Dumont, journaliste sportif retraité, tenait son téléphone dans sa paume, enregistrant la scène avec une discrétion calculée. Son objectif capturait Platini de profil, le collier argenté visible, l'expression sereine malgré la tension qui planait dans l'air. Il avait couvert des dizaines de matchs de l'équipe de France dans les années 80 et voyait maintenant un autre genre de performance se dérouler sous ses yeux. « C'est vraiment lui ?» chuchota Sophie à son fiancé Marc, assis juste devant Platini. La jeune femme, 28 ans, travaillait dans la communication digitale. « Michel Platini ?» Marc acquiesça, ses yeux passant de Platini à Élise, qui s'éloignait, dans l'allée, avec une démarche tendue. « Tu as entendu ce qu'elle lui a dit à propos de son collier ?» Sophie sortit discrètement son propre téléphone. « Elle veut qu'il le cache ? Sérieusement ?» L'opinion dans la cabine commençait à se former, se cristalliser. Un homme d'affaires dans le siège 1A, qui avait auparavant jugé le collier déplacé, se trouvait maintenant à reconsidérer sa position après avoir entendu l'explication de Platini sur son origine familiale. Une femme âgée, près du hublot, touchait involontairement son propre pendentif, une photo de sa petite fille dans un médaillon doré, et fronçait les sourcils en direction de l'endroit où Élise avait disparu. « C'est un collier de sa mère », murmura le couple derrière Platini à leur voisin. « Elle est décédée. Il le porte depuis 15 ans. » L'information circulait comme une contre-narrative, transformant progressivement la perception collective. Ce qui avait commencé comme une simple interaction entre une hôtesse et un passager prenait maintenant une dimension plus large, plus symbolique. Platini restait immobile dans son siège, regardant à nouveau par le hublot. Son calme contrastait fortement avec l'agitation discrète qui l'entourait. Il semblait inconscient ou indifférent au fait qu'il était devenu le centre d'une scène que des dizaines de passagers étaient en train de documenter et de partager silencieusement. Pierre Dumont zooma sur le visage de Platini, capturant la dignité tranquille avec laquelle il affrontait la situation. En 40 ans de carrière, il avait vu des controverses, des drames, des moments de gloire et de défaite. Mais il y avait quelque chose de différent ici, quelque chose de plus personnel, de plus révélateur sur la nature humaine. Sophie avait déjà ouvert WhatsApp sur son téléphone, tapant rapidement « Vous n'allez pas croire ce qui se passe dans l'avion. Michel Platini en première classe, l'hôtesse veut qu'il cache son collier. » Un passager près de l'allée se pencha, légèrement pour mieux voir, puis regarda autour de lui. D'autres faisaient de même. L'atmosphère de la cabine avait changé de façon subtile mais définitive. Ce n'était plus un espace de voyageurs isolés chacun dans leur bulle, mais une communauté temporaire de témoins, unis par ce moment inattendu. La tension était palpable, suspendue entre le retour imminent d'Élise et la question non formulée qui flottait dans l'air. Jusqu'où cette situation allait-elle dégénérer? Élise revint dans l'allée, accompagnée de Sophie, une hôtesse plus jeune, visiblement nerveuse. Elles s'arrêtèrent devant le siège de Platini, et la cabine entière sembla retenir son souffle. Les téléphones continuaient d'enregistrer discrètement, captant chaque détail de ce moment qui semblait prendre une importance démesurée. « Monsieur Platini », commença Élise d'une voix plus formelle,
J'ai consulté nos procédures avec ma collègue. La politique de la compagnie recommande fortement que les symboles personnels susceptibles de provoquer des réactions soient portés de manière discrète en cabine premium. Il se tourna vers elle avec la même sérénité troublante qu'auparavant. « Et quelle réaction mon collier a-t-il provoqué ?» La question directe la déstabilisa. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant des signes de soutien parmi les passagers, mais ne trouva que des visages attentifs et silencieux. « C'est une question de prévention, » répondit-elle. Platini toucha délicatement le pendentif, le faisant tourner entre ses doigts. Les lumières de la cabine accrochèrent une gravure visible sur le métal, des chiffres, des lettres, une date peut-être. « Vous savez ce qui est gravé ici ?» demanda-t-il, sa voix portant maintenant une nuance nouvelle. « MEP, 10 juin 1984, le jour où j'ai marqué 9 buts pour ma mère qui était à l'hôpital. Elle m'avait donné ce collier la veille en me disant « Porte-le mon fils. Il te rappellera que je suis avec toi. » Le silence dans la cabine était absolu. Même le bruit des moteurs semblait s'être estompé. « Elle est morte 3 mois plus tard, » continua-t-il, sa voix restant stable, mais portant un poids qui touchait chaque passager. Ce collier, je l'ai porté dans tous les matchs cruciaux. Pendant la Coupe du Monde 1982, pendant l'Euro 1984. Quand j'ai levé le trophée, il était là. Quand j'ai pris ma retraite du football, il était là. Il marqua une pause, ses yeux se posant brièvement sur chaque visage attentif autour de lui. Un jour, lors d'un accident de voiture en 1995, ce collier s'est coincé dans la ceinture, de sécurité m'empêchant d'être éjecté. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance. Moi, je savais que c'était elle qui me protégeait encore. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus un simple bijou qu'elle voyait, mais une histoire, une vie, des souvenirs. Le professionnel en elle luttait contre une émotion grandissante qu'elle tentait de réprimer. « Je comprends l'importance personnelle, » dit-elle, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. « Cependant, la politique reste... » « La politique, » l'interrompit-il doucement, « ne peut pas mesurer le poids de 15 années de souvenirs, la présence constante de quelqu'un qu'on a aimé, ou la force qu'on puise dans ces petits fragments du passé. » Un murmure traversa la cabine. Des passagers échangèrent des regards, certains hochant la tête presque imperceptiblement. La dynamique avait complètement changé. Ce n'était plus une question de règlement contre passagers, mais de bureaucratie contre humanité. Sophie, la jeune hôtesse, toucha discrètement le bras d'Élise, comme pour la ramener à la réalité de ce qu'elle était en train de provoquer. Mais Élise restait figée, prise entre son devoir professionnel et une compréhension nouvelle qui la troublait profondément. Dans le galet, à l'arrière de la cabine première classe, l'air était électrique. Élise se tenait devant le comptoir en inox, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle sortait l'interphone d'équipage. Sophie la regardait avec une expression qui mélangeait inquiétude et incrédulité. « Élise, je ne pense pas que... » commença la jeune hôtesse, mais Élise leva une main pour la faire taire. Il refuse de coopérer. « J'ai essayé la diplomatie, j'ai expliqué la politique. Il reste intraitable. » Sa voix était tendue, presque stridente. « Je n'ai pas le choix. Il faut que le commandant intervienne. » Sophie jeta un coup d'œil nerveux vers la cabine où les passagers continuaient de murmurer entre eux. « Mais Élise, tu as entendu ce qu'il a dit à propos du collier, l'histoire de sa mère, l'accident ?»« Ce sont des histoires, » répliqua Élise sèchement, bien que sa conviction sonnât faux même à ses propres oreilles. La politique est la politique. On ne peut pas faire d'exception pour chaque passager qui a une histoire touchante. Elle saisit l'interphone, mais Sophie lui toucha le bras. Les autres passagers sont clairement de son côté. Regarde. Elles jetèrent un coup d'œil prudent dans la cabine. Pierre Dumont filmait ouvertement maintenant, son téléphone pointé directement vers elle. Le couple devant Platini s'était tourné pour mieux voir.
leurs expressions clairement défavorables à Élise. Un homme d'affaires qui avait initialement semblé appuyer sa position fronçait maintenant les sourcils dans leur direction. « Ils ne comprennent pas, dit Élise, mais sa voix avait perdu de sa force. Ils ne voient pas la situation dans son ensemble. « Quelle situation ?» demanda Sophie, sa jeunesse lui permettant une franchise qu'une hôtesse plus expérimentée n'aurait pas osé. Un homme qui porte le collier de sa mère décédée. Les mots frappèrent Élise comme une gifle. Elle se rendit compte que, formulé ainsi, son argument semblait ridicule, presque cruel. Mais elle était allée trop loin pour reculer maintenant. Son autorité était en jeu, sa réputation professionnelle. « Tu ne comprends pas ?» murmura-t-elle, cherchant à retrouver son assurance. « Il y a des protocoles à respecter. Si on commence à faire des exceptions... » Pourquoi? Pour l'humanité? La question de Sophie résonna dans le petit espace clos du galet. Élise la regarda, abasourdie par l'audace de sa collègue junior. Mais ce qui la troublait encore plus, c'était que Sophie avait raison. Elle leva à nouveau l'interphone. « Commandant Durand, ici Élise, cabine crew. J'ai une situation avec un passager première classe qui refuse de respecter notre politique sur les symboles personnels. » La voix calme du commandant répondit « Précisez, Élise, quelle est la nature exacte du problème ?» Elle hésita, soudain consciente que décrite à voix haute, sa requête sonnait encore plus mesquine. Le passager 2A porte un collier, qui pourrait être considéré comme divisif et refuse de le dissimuler. Un silence suivit. Puis, « J'arrive », Élise raccrocha, triomphante mais étrangement vide à l'intérieur. Sophie la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Tu sais ce que tu viens de faire ?» murmura la jeune hôtesse. « Tu viens de demander au commandant d'intervenir parce qu'un homme refuse de cacher le collier de sa mère morte. » Élise ne répondit pas. Elle savait que Sophie avait raison, mais il était trop tard pour changer de cap. Le commandant approchait déjà, et dans son sillage, elle sentait le poids des conséquences qu'elle venait de mettre en mouvement. Le commandant Guillaume Durand émergea du cockpit avec la présence calme d'un homme qui avait passé 20 ans à gérer les crises à 10 000 mètres d'altitude. Cheveux grisonnants, uniformité impeccable, il portait sa casquette légèrement inclinée, signe d'une autorité qui n'avait pas besoin de se démontrer. Son regard balaya la cabine première, notant immédiatement la tension palpable et les téléphones discrètement orientés vers l'allée centrale. Il s'arrêta d'abord au galet où Élise et Sophie l'attendaient. Son expression restait neutre, professionnelle, mais ses yeux semblaient déjà évaluer la situation. « Alors, Élise, expliquez-moi la situation », dit-il d'une voix qui portait sans être forte. Élise se redressa, tentant de retrouver l'assurance qu'elle avait ressentie quelques minutes auparavant. « Commandant, le passager 2A porte un collier religieux visible et refuse de le dissimuler malgré nos demandes répétées. Cela pourrait créer des tensions avec les autres passagers. » Le commandant se tourna vers Sophie. « Et quelle est votre perception de la situation ?» La jeune hôtesse hésita, consciente du regard d'Élise sur elle. « Le passager a été calme et respectueux, commandant. Il a expliqué que le collier appartenait à sa mère décédée. Les autres passagers semblent plutôt sympathiques à sa position. » Le commandant Durand hocha lentement la tête, puis se dirigea vers l'allée. Chaque passager se tut à son approche, créant un silence presque religieux dans la cabine. Il s'arrêta à côté du siège de Platini, qui leva les yeux vers lui sans trace d'inquiétude ou de défi. « Monsieur Platini, » dit le commandant, d'une voix mesurée, « je suis le commandant Durand. On m'a signalé qu'il y avait eu un malentendu concernant votre collier. » Platini se redressa légèrement dans son siège. « Il n'y a pas de malentendu, commandant. Votre hôtesse m'a demandé de le cacher. J'ai refusé. » Le commandant observa le collier pendant un moment, puis regarda autour de lui, notant les visages attentifs des passagers, les téléphones en évidence, l'atmosphère chargée. Son expérience lui permettait de lire une situation rapidement, et celle-ci était claire. « Puis-je vous demander la signification de ce collier pour vous ?» demanda-t-il simplement. Platini expliqua à nouveau l'histoire, plus brièvement cette fois,
mais avec la même dignité. Le commandant écoutait sans interruption, son visage ne trahissant aucune émotion, mais ses yeux passaient régulièrement d'Élise aux autres passagers. Quand Platini eut fini, le commandant se tourna vers Élise, qui se tenait à quelques mètres, le visage rouge. « Élise, pourriez-vous me montrer dans notre manuel où il est spécifiquement mentionné que les bijoux personnels doivent être cachés ?» La question était posée calmement, mais son impact fut immédiat. Élise ouvrit la bouche puis la referma. « C'est une pratique courante, commandant, pour éviter les provocations. Je vois. » Le commandant marqua une pause, son regard faisant le tour de la cabine. « Et observez-vous des signes de provocation ou de tension provenant des autres? » Passagers? Plusieurs passagers secouèrent la tête. Le journaliste qui filmait dit doucement « Au contraire, commandant. » Le commandant Durand prit une profonde inspiration, puis regarda Élise avec une expression qui mélangeait compréhension et fermeté. « Élise, je crois qu'il y a eu un excès de zèle dans votre interprétation de nos politiques. » Le silence. Qui suivit fut chargé d'implication. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds, son autorité s'effriter face à la réalité de ce que venait de confirmer son commandant. Dans son regard, elle vit tout ce qu'elle avait refusé de voir jusqu'à présent, l'humanité de la situation, la légitimité de la position de Platini et l'absurdité de sa propre insistance. L'air dans la cabine devint presque palpable, chargé d'une tension qui semblait suspendre le temps. Le commandant Durand regardait Élise, attendant sa réponse ou sa réaction, mais c'est Platini qui se leva lentement de son siège. Pas dans un geste de défi ou de colère, mais avec une intention claire de dire quelque chose d'important. « Puis-je ajouter quelque chose ?» demanda-t-il au commandant. Le commandant acquiesça. « Je vous en prie. » Platini se tourna pour faire face à toute la cabine, son collier argenté oscillant doucement contre sa poitrine. Son regard balaya les passagers, s'arrêta brièvement sur Élise, puis se posa sur le commandant. « Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler avec des réfugiés dans des camps en Afrique, » commença-t-il, sa voix calme mais portant jusqu'au fond de la cabine. « J'ai rencontré des gens qui avaient tout perdu, leur maison, leur famille, leur dignité. La seule chose que beaucoup d'entre eux avaient pu emporter, c'était un petit objet. Une photo, un bijou, un bout de tissu, des choses que nous, dans notre confort, pourrions juger insignifiantes. » Il toucha son collier. Mais ces objets étaient leur encre, leur preuve que leur vie passée avait existé, que leur douleur avait un sens, que leur espoir n'était pas vain. Le silence était assourdissant. Même les bruits de fond de l'avion semblaient s'être tus. « Ce collier, continua-t-il, est mon encre. Il me rappelle d'où je viens, qui j'ai aimé et pourquoi je continue à avancer. Quand on me demande de le cacher, on ne me demande pas juste de dissimuler un bout de métal. On me demande de faire comme si cette partie de moi n'existait pas. » Il marqua une pause, son regard se posant maintenant directement sur Élise. « Je ne juge pas mademoiselle pour avoir fait son travail comme elle pensait qu'il devait être fait. Mais je dois me demander, dans notre société, pourquoi sommes-nous devenus si effrayés par les signes de la vulnérabilité humaine? Pourquoi? Ce qui nous rend humains doit-il être caché? » Élise sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement la honte ou le regret, mais une prise de conscience profonde de ce qu'elle avait vraiment essayé de faire. Elle avait voulu effacer la différence, mais en réalité, elle avait essayé d'effacer l'humanité elle-même. Dans le football, j'ai appris que la beauté du jeu venait de la diversité des joueurs, de leur style, de leurs histoires personnelles, poursuivit Platini. Sur ce terrain, nos différences nous rendaient plus forts ensemble. Pourquoi serait-ce différent ici? Un passager commença à applaudir, puis un autre, puis toute la cabine. Mais ce n'était pas un applaudissement de célébration. C'était le son de gens qui reconnaissaient une vérité qu'ils avaient oubliée. Platini leva doucement la main pour arrêter les applaudissements. « Il n'y a pas lieu d'applaudir. Il y a juste lieu de se rappeler que nous sommes tous humains, avec nos histoires, nos douleurs et nos petites ancres qui nous gardent à flot. » Il se rassit calmement, laissant ces mots résonner dans le silence qui avait suivi. Le commandant Durand regarda autour de lui,
puis se tourna vers Élise. Son expression n'était plus seulement professionnelle. Il y avait de la compassion, mais aussi une fermeté qui indiquait que quelque chose devait changer. « Élise, dit-il doucement, je crois que vous avez quelque chose à dire. » Élise se réfugia dans le galet à l'arrière de la cabine, ses mains tremblantes, alors qu'elle tentait de reprendre le contrôle de ses émotions. L'espace exigu, rempli de l'odeur métallique des chariots et du café réchauffé, lui permettait au moins d'échapper au regard qui la suivait depuis le discours de Platini. Sophie apparut derrière elle, son téléphone à la main, une expression troublée sur le visage. « Élise, tu dois voir ça !»« Je ne veux rien voir, Sophie. Laisse-moi tranquille. » Mais Sophie insista, tendant son écran. « C'est déjà en ligne. Partout. » Malgré elle, Élise regarda. Son sang s'églace. La vidéo était déjà partagée des centaines de fois sur Twitter, Facebook, Instagram. Les commentaires s'affichaient en temps réel, un flot continu de jugements qui portait son nom. Hôtesse Air France humilie Michel Platini pour son collier. Sentimental. Incroyable manque d'humanité de cet employé. Elle veut qu'il cache le collier de sa mère morte. Honte à elle. Les hashtags se multipliaient. Basque Platini Gate. Basque Air France scandale. Basque collier sonne. Téléphone vibra dans sa poche. Des appels manqués de sa direction, des messages de collègues, des notifications de réseaux sociaux qu'elle n'avait jamais reçues auparavant. Le monde entier la regardait, la jugeait, la condamnait. « Comment c'est arrivé si vite ?» murmura-t-elle, sa voix étranglée. Plusieurs passagers ont filmé et posté en direct. La vidéo de Platini parlant du collier devient virale. Sophie hésita. « Élise, ils ont ton nom. Ta photo sur le site Air France, ils savent qui tu es. » L'ampleur de la catastrophe s'abattit sur elle comme une vague. Ce n'était plus seulement une erreur professionnelle dans un avion. C'était devenu un incident international, documenté et partagé par des millions de personnes. Son visage, ses mots, son jugement, tout était exposé au monde entier. Elle glissa contre le mur du galet, s'asseyant sur le sol métallique. L'uniforme qu'elle portait avec tant de fierté depuis 7 ans lui semblait maintenant l'étouffer. Il avait raison, chuchota-t-elle, les larmes commençant à couler. Surtout, Élise. Non, laisse-moi juste. Elle cacha son visage dans ses mains. Qu'est-ce que j'ai fait, Sophie? Pourquoi ai-je fait ça? Les images des dernières heures repassaient dans sa tête. Son insistance, sa rigidité, son refus d'écouter vraiment. Elle revoyait le visage calme de Platini, ses mots mesurés, et surtout l'histoire de sa mère, du collier, de l'accident. Comment avait-elle pu être si aveugle? Je voulais faire mon travail correctement, murmura-t-elle. Je pensais protéger le confort des passagers. Mais même en prononçant ces mots, elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Il y avait eu quelque chose de plus profond, une forme de malaise devant cette simplicité assumée, cet refus de jouer aux mêmes codes sociaux tacites que les autres passagers de première classe. Son téléphone vibra encore. Un message de sa mère qui avait vu la vidéo. « Ma chérie, j'ai toujours porté le collier de grand-mère. Tu ne t'es jamais plainte. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les mots de sa mère la frappèrent comme une révélation. Elle touchait inconsciemment la chaîne en or fin qu'elle portait sous son uniforme, un cadeau de son père décédé. Comment avait-elle pu demander à quelqu'un d'autre de cacher quelque chose qu'elle-même ne pouvait imaginer dissimuler? Sophie s'accroupit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Élise essuya ses joues, regardant son reflet déformé dans la surface en inox du chariot. Elle savait ce qu'elle devait faire. La cabine tomba dans un silence expectatif lorsque Élise sortit du galet. Son uniforme, autrefois symbole de son autorité, lui semblait maintenant un costume qu'elle portait pour la dernière fois. Chaque pas dans l'allée résonnait comme un battement de cœur qui l'amènerait à un moment qu'elle appréhendait et désirait à la fois. Les passagers levèrent les yeux de leurs écrans, leur conversation s'interrompant net. Le silence n'était pas hostile, mais attentif, comme si toute la cabine retenait son souffle en anticipation. Élise s'arrêta devant le siège de Platini.
Il la regarda avec cette même expression calme qui l'avait tant troublée auparavant. Mais maintenant, elle y voyait quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué, de la compassion. « Monsieur Platini », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Les mots qu'elle avait répétés dans sa tête semblaient maintenant insuffisants. Elle s'arrêta, fermant les yeux un instant. Puis, dans un geste qui choqua toute la cabine, elle s'agenouilla dans l'allée. Pas dans une démonstration théâtrale, mais avec une sincérité qui touchait au courage. « Je vous dois des excuses, dit-elle, ces mots maintenant clairs et directs. Pas seulement professionnelles, mais humaines. » Platini se redressa, légèrement dans son siège, visiblement touché par le geste. « J'ai passé 7 ans à servir des passagers en pensant que je savais ce qu'était la discrétion, ce qu'était le respect. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'avais simplement peur de l'authenticité. » Des larmes roulaient maintenant sur ses joues, mais elle continuait. « Votre collier ne représentait pas une provocation. Il représentait quelque chose que j'avais oublié, que nous sommes tous des êtres humains avec nos histoires, nos pertes, nos amours, et qu'il n'y a pas de honte à les porter ouvertement. » La cabine était plongée dans un silence absolu. Le journaliste avait arrêté de filmer, non par politesse, mais parce qu'il était lui-même ému. « Mon père me portait toujours cette chaîne, » continua Élise, touchant discrètement sous son uniforme. « Il est mort quand j'avais 15 ans. Je la porte tous les jours sous mon uniforme, caché. Après ce que vous m'avez dit, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu le courage de la porter ouvertement. Je la cachais, comme j'ai essayé de vous faire cacher la vôtre. » Platini se pencha légèrement. « Mademoiselle, s'il vous plaît, dit-elle doucement, laissez-moi finir. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas cacher derrière des politiques d'entreprise ou des excuses professionneliformées. J'ai eu tort, complètement tort. J'ai essayé de effacer une partie de votre humanité parce que j'avais peur de confronter la mienne. » Un silence presque religieux s'installa dans la cabine. Puis Platini fit quelque chose d'inattendu. Il se leva et tendit sa main pour aider Élise à se relever. « Merci, dit-il simplement, pour votre honnêteté, pour votre courage. » Alors qu'elle acceptait sa main et se relevait, quelque chose dans l'air changea. Les passagers, un à un, commencèrent à applaudir. Ce n'était pas un applaudissement de victoire ou de moquerie, mais de reconnaissance pour la vulnérabilité, pour l'humanité, pour ce moment rare de vraie connexion humaine. Sophie avait les larmes aux yeux. Le commandant Durand, qui observait depuis le début de la cabine, hochait la tête avec approbation. Élise se tourna un instant vers les passagers. « Je vous demande aussi vos excuses. Vous avez été témoin d'une leçon que j'ai refusé de voir. » Dans le silence qui suivit son excuse publique, quelque chose d'irréversible avait changé. Ce n'était plus une histoire sur un collier ou des politiques d'entreprise. C'était devenu une histoire sur le pouvoir du courage, de l'humanité et de la grâce face à l'erreur. La lumière douce d'un matin parisien filtrait à travers les rideaux de l'appartement d'Élise. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le vol. 2 semaines qui avaient bouleversé sa vie de manière que personne n'aurait pu prévoir. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Encore une notification des réseaux sociaux, mais cette fois, le ton avait changé. Bravo à cette hôtesse pour son courage de s'excuser publiquement. Leçon d'humilité, respect. Voilà ce que signifie vraiment grandir. Air France ne l'avait pas renvoyé, optant plutôt pour une semaine de formation sur l'humanisation du service client. Ses collègues, initialement distants, avaient finalement exprimé leur admiration pour son geste. Élise se leva et se dirigea vers le miroir. Son uniforme pendait dans le placard, mais ce matin, elle n'avait pas à le porter. À la place, elle enfila une robe simple et sortit de son coffret à bijoux 2 chaînes. Celle de son père, qu'elle portait autrefois cachée, et une nouvelle, et plus fine, qu'elle avait achetée la semaine précédente. 1 heure plus tard, elle était à l'aéroport Charles de Gaulle, mais pas pour travailler. Elle attendait à la porte d'embarquement d'un vol pour Nice, tenant à la main un petit paquet soigneusement emballé.
Platini apparut au loin, marchant avec cette même désinvolture qui l'avait troublé 2 semaines auparavant. Cette fois, elle sourit en le voyant approcher. « Mademoiselle Élise, » dit-il, surpris mais visiblement content. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je voulais vous remettre quelque chose, » dit-elle, lui tendant le paquet. « Je sais que cela peut paraître présomptueux après tout ce qui s'est passé. » Il déballa le papier délicatement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte contenant une chaîne simple avec un médaillon gravé, pour vous rappeler que l'humanité est notre plus belle victoire. Platini leva les yeux, ému. « Élise, c'est... J'ai compris quelque chose grâce à vous, » continua-t-elle rapidement. « Que porter nos histoires ouvertement n'est pas une faiblesse, c'est une force. J'ai commencé à porter le collier de mon père par-dessus mes vêtements maintenant. » Il sourit, touchant son propre collier. « Je suis heureux que vous ayez trouvé ce courage. » Le silence qui suivit était confortable, dénué de la tension qui avait marqué leur première rencontre. « Et vous savez quoi ?» ajouta Élise avec un petit rire. « Air France a révisé sa formation. Maintenant, on enseigne aux hôtesses que les bijoux personnels sont des expressions d'identité à respecter, pas des provocations à gérer. Le progrès prend parfois des chemins inattendus, » répondit Platini, en glissant la chaîne autour de son cou, faisant maintenant pendre 2 médailles sur sa poitrine. Un appel d'embarquement résonna dans le terminal. Platini tendit la main à Élise, qui la serra avec chaleur. « Merci, » dit-il simplement, « pour la leçon que vous m'avez donnée aussi, que même dans notre obstination à être nous-mêmes, nous devons parfois être patients avec ceux qui font encore leur chemin. » Alors qu'il s'éloignait vers sa porte, Élise toucha les 2 chaînes autour de son propre cou. La salle d'attente était pleine de voyageurs, chacun portant ses propres histoires, ses propres encres. Pour la première fois, elle les voyait vraiment. Non pas comme des clients à gérer ou des problèmes potentiels, mais comme des humains avec leur vulnérabilité et leur force. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message de Sophie. « Tu es une inspiration pour nous tous. Merci de nous avoir montré ce que signifie vraiment servir. » Élise sourit, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Parfois, c'est dans nos plus grandes erreurs que nous trouvons nos plus grandes leçons. Et c'est dans notre courage à les reconnaître que nous trouvons notre véritable humanité.